Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'évaluation du fonds de commerce. À quel moment l'évaluation est importante? Dans plusieurs événements. L'évaluation du fonds de commerce intervient généralement dans le cadre des situations suivantes, soit dans le cadre de cession, soit dans le cadre de l'acquisition, d'apport à une société commerciale, un dossier de demande de crédit auprès des organismes financiers, à l'occasion des litiges entre associés et en cas d'éviction, etc. Il y a certains facteurs normalement qui impactent le mode d'évaluation de ce fonds de commerce. Le choix des barèmes et des coefficients dépend de plusieurs critères, à savoir l'emplacement du fonds, les caractéristiques des locaux, la commercialité du secteur, la clientèle, c'est-à-dire l'importance des clients, la démographie, la conjoncture économique et sociale, les conditions de bail, la notoriété de l'entreprise et finalement la dépendance de la personnalité du dirigeant, etc. Quelles sont tout d'abord les modalités d'évaluation? Normalement, il y a plusieurs modalités, plusieurs manières de calculer le coût ou le prix de fonds de commerce. Soit on se réfère au chiffre d'affaires qui consiste à appliquer un pourcentage plafond et un pourcentage plancher à la moyenne des 3 années de chiffre d'affaires pourcentage selon le barème appliqué dans le secteur. Supposons un café-restaurant réalise 250 000 € de chiffre d'affaires en moyenne sur les 3 derniers exercices. Sur le secteur de la restauration, on estime les pourcentages plafonds et planchers entre 40% et 120% du chiffre d'affaires. Donc, la valeur du fonds de commerce sera alors comprise entre 250 000 € fois 40%, ça fait 100 000 €. Et 250 000 € fois 120% égale 300 000 €. C'est-à-dire la valeur plafond, c'est 300 000 €. La valeur plancher, c'est 300 000 €. De même, il y a une autre méthode de calcul de fonds de commerce qui se fait par le calcul du total des actifs disponibles. Cette approche consiste à simplement additionner la totalité des actifs de commerce, à savoir la valeur des stocks des marchandises, les machines et le matériel, les brevets, les marques, le droit au bail, etc. De même, il y a une autre méthode, c'est le calcul par la valorisation de la rentabilité. On cherche par cette méthode à mettre en avant non pas le seul chiffre d'affaires, mais le bénéfice que dégage l'entreprise. Pour fixer la valeur du fonds, le bénéfice sera par la suite pondéré par un coefficient généralement compris entre 3 et 5. D'autres valeurs de coefficients sont également prises en compte pour un environnement rural. C'est 2 pour un environnement, un emplacement de premier choix dans une grande ville, c'est 10. Maintenant, on va passer à un autre axe de manière beaucoup plus détaillée et voir les moyens de règlement ou les moyens de paiement. Normalement,
À part le paiement en espèces, il y a d'autres moyens de règlement. Ce sont des titres qui constatent l'existence d'une créance, à vue ou à terme, et qui servent à son paiement. On distingue entre le chèque. Vous connaissez ce que c'est le chèque? On a déjà parlé de ça. Le chèque, c'est un moyen de paiement à vue. De même, il y a un autre moyen de règlement, c'est le billet à ordre. Et finalement, on va voir de manière beaucoup plus détaillée la lettre de change. C'est quoi le chèque? Selon le code de commerce, le chèque est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne l'ordre à une autre personne appelée tirée et chez laquelle elle a défend de payer une somme déterminée à une troisième personne, à une tierce personne appelée bénéficiaire. De même, il faut dire que le chèque, en plus que c'est un moyen de paiement, le chèque il a une autre fonction. Il peut être utilisé aussi comme un moyen de retrait. Dans ce cas, le tireur est lui-même le bénéficiaire. De même, également, le chèque peut être à personne dénommée. C'est un chèque, à cet effet, on l'appelle un chèque nominatif ou un chèque au porteur, c'est-à-dire où on nomme pas la personne qui le porte. Quelles sont les conditions de validité de chèque? Pour être valable, le chèque doit contenir certaines mentions obligatoires. Tout d'abord, la dénomination de chèque insérée dans le texte même du titre, le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, sans condition, également le nom du tiré, l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer, l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé, et finalement le nom et la signature du tireur. Une remarque. Un tireur ne peut absolument pas être soit un mineur, on a déjà parlé de ce qu'est un mineur, c'est quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'âge de majorité qui est fixé par le code de la famille à l'âge de 18 ans. Il ne peut être également un incapable majeur. On a déjà parlé des cas de l'incapacité. Ce sont les prodigues, le cas des prodigues et les déments. Comment ça se fait l'émission de chèque? L'émission tout d'abord du chèque, c'est un acte par lequel le tireur se dessaisit du chèque en le remettant au bénéficiaire. Le chèque est payable dès son émission. C'est un moyen de paiement à vue, ce qui suppose l'existence tout d'abord d'une provision. La provision de chèque qui est constituée le plus souvent par les dépôts préalables du fonds chez le tiré, c'est-à-dire la banque
doit donc exister et être suffisante au moment même où le chèque est émis. Pour renforcer la crédibilité du chèque à l'égard des porteurs, deux techniques peuvent être utilisées pour reconnaître l'existence de la provision par la banque. Soit par le visa de la banque, c'est-à-dire le tiret qui, en même temps, la banque indique sur le chèque qu'il existe sur le compte de son client, le tireur, une provision suffisante pour en assurer le paiement, mais il ne bloque pas cette somme. On parle d'un chèque visé. Le tireur peut disposer de la somme avant la présentation du chèque au paiement. De même, il y a une autre méthode pour renforcer la crédibilité du chèque, c'est la méthode de certification. C'est le chèque certifié. Le tiret qui est la banque, en signant au recto du chèque, elle s'engage à bloquer la provision au profit du porteur bénéficiaire jusqu'à la fin du délai légal de présentation. C'est entre 20 ou 60 jours selon les cas. On parle à ce moment-là de chèque certifié. Comment ça se fait la transmission du chèque ou la circulation du chèque? Le chèque peut être transmis par le bénéficiaire au profit de ses créanciers. Soit le chèque il est au porteur, c'est-à-dire à blanc, où on nomme pas le nom du bénéficiaire. Il se transmet de main en main sans aucune formalité. C'est une transmission par tradition. Soit que le chèque à personne, c'est-à-dire le chèque à personne dénommée, où on désigne la personne bénéficiaire, avec ou sans clause à ordre, se transmet par voie d'endossement, en écrivant au verso du chèque la formule payée à l'ordre de Monsieur X, suivie de la signature de l'endosseur.